Jérôme Ballarin, bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour, président Johan. de 1762 consultants et de l'Observatoire de l'équilibre des temps de la parentalité en entreprise. Vous venez de publier Manager par les équilibres aux éditions Vibert. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir cette notion de management par les équilibres ? Alors le management par les équilibres s'inscrit dans un contexte pour l'entreprise, un contexte marqué par l'accélération des marchés, la montée du digital, l'arrivée des nouvelles générations dans le monde du travail, la question du stress au travail également. On voit que l'entreprise et l'ensemble des équipes dans les entreprises sont sujettes à de très forts bouleversements aujourd'hui et que, je dirais, pour pouvoir garder le cap, rester performant sur la durée, eh bien, il faut travailler sur l'équilibre de vie. L'hygiène de vie, l'énergie des uns et des autres, et au niveau individuel comme collectif. Donc finalement, le management par les équilibres, c'est miser sur l'équilibre de vie des collaboratrices et des collaborateurs comme levier de performance et levier de transformation pour l'entreprise. C'est comme si on rentrait finalement dans un troisième temps du management, après le management par les objectifs, années 60, Peter Drucker, le management ensuite par les compétences, avec Dave Ulrich, années 90. Aujourd'hui, voilà, les années 2020 bientôt qui se dessinent, je pense qu'on rentre dans ce troisième temps donc, du management, qu'est le management par les équilibres, où après s'être occupé des objectifs, donc quoi faire, des compétences, comment faire une mission, eh bien maintenant c'est avoir l'énergie de le faire. Cette question de l'énergie, elle devient clé pour les managers. Et alors, quels sont ces équilibres ? Vous parlez de pluralité des sphères d'épanouissement. Oui, alors on peut répondre à deux niveaux à votre question sur ce S à équilibre, ce pluriel. En fait, quand je dis management par les équilibres, j'ai cité l'équilibre de vie, qui pour moi est le premier de ces équilibres, et celui sur lequel je parle le plus dans mon ouvrage, Manager par les équilibres. Mais il y a aussi l'équilibre homme-femme, l'équilibre court terme-long terme, l'équilibre entre l'individu et le collectif. Donc il y a une pluralité d'équilibres. On pourrait faire le parallèle avec les grands équilibres macroéconomiques, si vous voulez. Aujourd'hui, à mon sens, l'entreprise doit prendre en compte les grands équilibres humains. Et ils sont de Au niveau plusieurs de ordres. l'individu. Oui, au niveau de l'individu, au niveau des êtres humains qui composent l'entreprise. Alors ça, c'est un premier niveau de réponse sur cet équilibre pluriel. Et puis, vous parliez des sphères d'épanouissement. Effectivement, au niveau de l'individu, chaque équilibre est différent. Vous n'avez pas le même équilibre que moi, les mêmes choix de vie finalement. Et ce que je dis beaucoup, c'est que l'individu est un écosystème qui trouve son équilibre dans une pluralité de sphères d'épanouissement, qu'elles soient professionnelles, familiales, artistiques, spirituelles, etc. Le etc. est fondamental car à chaque être humain, à chaque individu, son propre équilibre de vie. D'où le pluriel à équilibre, parce qu'il n'y a pas de modèle, si vous voulez, de l'équilibre ou du bonheur qui serait, je dirais, le bon pour tout le monde. Et alors, en quoi ces équilibres améliorent-ils la performance ? Alors, on voit dans des études macroéconomiques, comme une étude menée par plusieurs grandes entreprises suisses, dont Nestlé et Novartis, il y a quelques années, que prendre en compte la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des collaborateurs, eh bien, ça rapporte de l'argent. En l'occurrence, dans cette étude suisse, on a un retour sur investissement, un ROI, de 8%. Donc c'est quand même pas mal pour des financiers. Alors si on regarde les choses de façon un peu plus qualitative, on peut se dire que des individus qui sont bien dans leur vie, globalement, vont être plus contributifs, plus engagés pour l'entreprise. Par exemple, si on prend la créativité, l'innovation, on peut se dire qu'on n'invente pas des nouveaux produits en passant 20 heures à son poste de travail, mais c'est souvent en faisant du sport le samedi matin, en sortant du cinéma, que le cerveau continuant à fonctionner, l'idée géniale qu'on cherchait surgit dans son esprit. Oui, vous dites que quelqu'un de passionné par la peinture ou le football sera certainement quelqu'un de plus engagé et contributif pour l'entreprise. Oui, il aura un écosystème personnel plus riche et certainement une capacité à créer plus forte. Et dans une économie à forte valeur ajoutée, une économie de l'innovation, cette notion de créativité est très importante. Dans une économie de service aussi, qui est celle pas mal de nos pays aujourd'hui développés, la qualité de la relation client est très importante. Alors on peut imaginer un commercial face à un client qui va être stressé, fatigué, un peu usé, qui va débiter un argumentaire commercial de façon robotisée. Puis à côté, peut-être un commercial qui est dans une entreprise où on veille davantage justement à son bien-être, à son équilibre, qui va lui pouvoir faire preuve de plus d'empathie et d'écoute vis-à-vis de son client. Donc là, on touche à la performance commerciale d'une entreprise. Donc c'est vraiment loin d'être un sujet anodin. Et puis, dernier exemple,
exemple, l'efficacité collective. Aujourd'hui, on veut développer les transversalités dans les entreprises, on veut que les gens fonctionnent en équipe, en transversal. Or, on voit beaucoup de réunions qui commencent encore dans un climat très tendu, où les gens sont très agressifs et vont passer 2 heures sans s'écouter. Et au bout de 2 heures, la réunion sera à mettre à la poubelle. Alors qu'à contrario, des entreprises où on ouvre plus le dialogue sur ses passions personnelles, où on va commencer une réunion en discutant du dernier match de foot ou de la dernière pièce de théâtre qu'on a vue, eh bien, voilà, la convivialité va être plus forte et on peut imaginer que l'énergie va circuler et que la réunion en 1 heure, la même que les autres en 2 heures, va être beaucoup plus efficace. Alors il y a une question qui se pose quand même, c'est comment est-ce qu'on mesure le fait que ces équilibres soient respectés? Avant on avait la quantification horaire, c'était bien pratique, Oui. mais maintenant on voit que vie professionnelle, vie privée ont tendance à s'entremêler, on répond aux mails personnels au boulot, on répond aux mails professionnels le soir en rentrant chez soi. Alors comment on fait? Alors, au niveau de l'entreprise, je dirais, la mesure aujourd'hui de la satisfaction des salariés, elle est beaucoup dans des enquêtes d'engagement, des enquêtes de climat social, où on voit si les gens sont contents de la façon dont ça se passe. Et au niveau de l'individu, finalement, c'est à chacun, là aussi, de trouver son propre instrument de mesure. De s'écouter justement pour régulièrement se demander si la façon dont sa vie est structurée est en phase avec ses aspirations. Presque se construire son tableau de bord personnel. Alors si on revient sur les sphères, c'est peut-être se dire au fond, moi, quels sont les 7 ou 8 objectifs que j'ai dans les 12 prochains mois en termes de sport, d'alimentation, de vie affective avec ma compagne ou mon compagnon ou mes enfants, en termes de découverte, de voyage, de musée, de lecture, etc. Et puis de vie professionnelle aussi. Et donc de peut-être se définir un peu ses propres indicateurs personnels et la mesure finalement que l'on peut faire à date régulière, toutes les semaines, tous les jours, tous les mois. Après, à chacun de voir selon quelle fréquence il a envie de prendre du recul. Mais cette mesure peut se faire par rapport à ces indicateurs, tout simplement. Une autre question qu'un manager peut se poser, c'est oui, d'accord, c'est bien beau, mais comment je fais pour mettre en œuvre ce management par les équilibres? Oui. Alors, un manager qui se pose la question, déjà félicitons-le, parce que la culture managériale aujourd'hui, elle est surtout en France, je dirais, pas toujours favorable au management par les équipes, même si les choses changent et avec l'arrivée de nouvelles générations, etc. Voilà, le management bouge et tant mieux. Mais avant de parler du manager, peut-être pour l'entreprise. Parlons de l'entreprise. C'est vrai que dans mon ouvrage, toute la deuxième partie est consacrée comment faire, avec une trentaine de fiches actions très concrètes sur 4 leviers clés. La culture managériale, justement, comment faire bouger les managers sur ces sujets, l'organisation du travail, la mise en place de télétravail, la mise en place de souplesse horaire, par exemple, encadrer les horaires de réunion tôt le matin, tard le soir, tout ce qui est service, type conciergerie, crèche d'entreprise, et puis enfin, tout ce qui est management de soi aussi, qui pour moi est un peu la nouvelle frontière de ces sujets, c'est-à-dire aider aussi l'individu à prendre du recul par rapport à son équilibre de vie. Et sur cette 4e catégorie d'action, j'en parle beaucoup dans l'ouvrage, on a monté au sein de mon cabinet une démarche qui s'appelle Quintivium et qui repose sur un questionnaire que remplit un individu, dont les réponses vont être confidentielles, l'entreprise ne les aura pas. Et un coach vient ensuite échanger avec la personne sur justement l'aider à prendre du recul et à définir des actions correctrices pour peut-être atteindre un meilleur équilibre. Donc voilà, 4 leviers d'action. Et sur le premier d'entre eux, pour répondre à votre question, donc sur la culture managériale que recommander finalement à des managers, eh bien c'est vrai que moi j'aime bien le parallèle avec l'agriculteur bio. L'agriculteur bio. Voilà, exactement. Et je parle beaucoup de manager bio finalement en parallèle. Comme l'agriculteur bio respecte le biorhythme des plantes, des animaux qu'il fait croître, eh bien le manager bio doit veiller aussi à respecter des temps de pause, à s'adapter aussi au rythme de chacun. De la même manière que l'agriculteur bio veille à ne pas utiliser trop d'engrais et à avoir une performance, on va dire, artificielle qui peut mal se terminer, de la même manière, le manager bio veille, alors c'est plus délicat, mais regarde si des gens ne prennent pas 20 cafés par jour, ou ne sont pas dans une sorte de performance un peu artificielle qui va se terminer en burn-out. Donc voilà, le manager bio, c'est finalement celui qui prend en compte l'écosystème de ses collaborateurs, qui évite de les appeler à 23 h le soir ou de polluer leur week-end en leur envoyant un email de 10 pages à 15 h le dimanche après-midi. On est finalement dans un nouvel équilibre entre court terme et long terme.
Oui, aussi, tout à fait, puisqu'on est sur une notion de management durable, de performance durable, et donc avec cette idée qu'un collaborateur de talent qui serait ultra performant pendant 6 mois, mais ensuite en arrêt maladie pendant 2 ans pour se remettre de cette surchauffe, C'est une perte de performance. voilà, c'est une perte de performance. Est-ce qu'il vaut mieux pas que voilà, ce soit quelqu'un d'engagé pendant des années et des années, mais avec je dirais, un épanouissement personnel fort et une contribution aussi tout aussi forte pour l'entreprise. Eh bien, merci Jérôme Ballarin. Je rappelle votre livre Manager par les équilibres aux éditions Vuibert. Merci d'être venu nous le présenter en plateau. Merci. Merci à vous.